Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ouvrir la série de débats du premier tour des élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Avec ce soir, 3 des 5 têtes de liste en présence à Carcassonne. Les voici autour de nous pour commencer avec Alix Soler-Alcaraz. Bonsoir. Bonsoir. Carcassonne Unie, une liste d'union. Donc à gauche, vous êtes aussi premier secrétaire du PS de l'Aude. Gérard Lara, bonsoir. Bonsoir. Carcassonne avant tout, liste d'hiver droite et maire sortant. François Mourad, bonsoir. Bonsoir. Prendre soin de vous, liste d'hiver droite, et vous êtes aussi délégué départemental Horizon. Bonsoir à vous tous et merci d'être là. Alors ce soir, il y a 2 candidats qui sont absents. Jied Taïbi de Carcassonne Unité Populaire, une liste soutenue par LFI et NPA, qui avance des raisons logistiques pour expliquer cette absence et qui le regrette. Et puis Christophe Barthez de Demain Carcassonne, la liste RN qui, lui, a refusé d'y participer. Alors bien sûr, ce que nous regrettons pour la clarté, pour l'intérêt, pour la justesse du débat. Alors voilà ce qu'il nous dit donc pour justifier cette absence. Alors il nous dit que tous mes adversaires s'allieront le 15 mars à 21h. Par honnêteté pour vos téléspectateurs, je ne participerai pas à ce numéro d'illusionniste. Alors tout d'abord, que signifie selon vous cette absence du RN et cette justification ? Écoutez, je pense que c'est une phrase toute faite et un argument entendu. Par contre, je pense au contraire que son absence est un manque de respect vis-à-vis des électeurs et aussi des notes d'une crainte de la confrontation. Et je pense qu'il faut le rappeler, l'extrême droite est toujours dans cette attitude de refuser le débat et la confrontation d'idées. Gérard Lara ? Écoutez, les absents ont toujours tort. Et ils ont tort parce qu'ils ne respectent pas le corps électoral. Un débat, c'est un débat. On peut être bon, on ne peut pas être bon, on peut être convaincant, pas convaincant, mais il faut débattre. Il faut échanger les idées. Alors, si on ne fait pas un débat, c'est que peut-être on n'a pas trop d'idées. François Mourad. Moi, je dirais qu'entre mon voisin de droite, 40 ans aux affaires, mon voisin de gauche, qui est un produit du Parti Socialiste et qui a travaillé son sujet, je le pense. On parle de l'absence du RN. L'absence du RN, pour moi, c'est que le costume est trop grand. C'est-à-dire que comment vous voulez qu'un homme comme M. Barthez débatte ici aujourd'hui ? Il faut pour ça avoir un programme, n'est pas M. Alliot qui le veut. Alors, par oui ou par non, pour faire vite, y aura-t-il un front républicain, voire une alliance si le RN arrive en tête au premier tour ? Je ne vais pas vous répondre oui ou non. Je vais faire comme quand je joue avec mon enfant et que je mets une carte joker, parce que cela dépendra du risque ou pas du Rassemblement national d'arriver au pouvoir à Carcassonne. Je préfère être très clair sur cette question. Moi, je ne préjuge jamais de l'avenir. J'attends le 15 au soir, mais très honnêtement, une alliance n'a jamais été dans ma conception intellectuelle. Et moi, ma conception de la politique, c'est de ne pas être contre quelque chose, mais être pour. Moi, je suis pour les Carcassonnais. Être contre ne me semble pas constituer un programme électoral. Alors, voyons voir qu'attendent les Carcassonnais de cette élection. Ils en attendent beaucoup. Voici 3 exemples. Écoutez. Peut-être la possibilité que le nouveau élu amène de nouvelles entreprises sur la commune. La sécurité, parce que maintenant on a ras-le-bol de tout ça. Moi, j'attendrais un peu plus de justice sociale. Alors nous avons retenu 2 thèmes, en tout cas de débat. La prévention de la délinquance, en effet, ça a été évoqué. Et puis un autre plus transversal, celui de l'attractivité économique. Sur l'ordre public, d'abord, on sait que le taux de criminalité à Carcassonne est entre 70 à 80 crimes et délits pour 1000 habitants. C'est un niveau qui reste significatif pour une ville de cette taille. Sur quel point très précis vous comptez agir ? Écoutez, pour ma part, moi je trouve que ce débat sur la sécurité parfois laisse entendre des propos absolument inacceptables et démagogiques. Je pense qu'il faut regarder le problème. Quels propos ? Notamment des propos qui iraient justement sur de la démagogie, de répression, notamment, enfin, d'être justement en manque d'équilibre entre la répression et la prévention, la proximité. Je pense que c'est important. Moi, je regarde ce que fait Michael Delafosse, on est à Montpellier, sur votre plateau, et je regarde avec attention ce qu'il arrive à mener de manière équilibrée, c'est-à-dire une bonne coordination avec les services de l'État, des moyens supplémentaires de policiers municipaux
pour être sur le terrain, en proximité, être connu des habitants. Et juste une chose, moi je pense qu'il vaut mieux des policiers dont on connaît les visages et qui seront connus et respectés autant que le maire dans tous les quartiers de la ville qu'autre chose. Alors c'est un faux problème ou il y a une instrumentalisation du débat, semble dire votre concurrent? Ah non, mais le problème de la sécurité est un faux problème. La sécurité relève de l'État, de la compétence de l'État. Alors si le maire doit jouer un rôle par l'intermédiaire de sa police municipale, il ne faut pas que la police municipale ne soit uniquement des gardes champêtres. Il faut qu'ils aient la possibilité de contrôler les identités, de contrôler par le fichier national qui est propriétaire des véhicules. On voit très bien ce qui se passe. Donc il faut changer la loi à l'origine. Mais au niveau de la municipalité, quel point précis au niveau de la municipalité? Comment ? Sur quoi vous comptez agir au niveau de la municipalité? La municipalité, d'abord, on va développer notre police municipale en espérant que le législateur nous donnera les pouvoirs. Ensuite, on va créer des brigades spéciales pour la surveillance la nuit, car effectivement, la nuit, il se passe des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Et on va créer également des brigades de surveillance et d'accompagnement à la rentrée et à la sortie des écoles, des collèges et des lycées. François Mourad, votre approche sur ce sujet? Mon approche est celle que viennent de dire ces deux personnes, que je connais d'ailleurs, c'est que la ville s'est paupérisée, que nos jeunes femmes ne sont pas en sécurité le soir quand elles vont au théâtre, qu'il y a des dispositifs qui existent parce que la répression est l'échec de la prévention. Il y a le dispositif casseur-payeur, il y a le rappel à l'ordre du maire, qui sont des dispositifs en partenariat avec le procureur qui existent et qui permettront de changer la donne dans les prochaines années. Mais il faut en avoir le courage et la volonté politique. Mais est-ce que vous dites, comme votre collègue, qu'on a instrumentalisé un peu ce débat sur la sécurité? Mais ça, c'est des valeurs, excusez-moi, c'est des valeurs politiques, des considérations politiques. La sécurité, c'est un droit fondamental. Le maire doit l'assurer, en partenariat avec les forces publiques, mais il doit l'assurer. Alors justement, revenons sur ces mesures police municipale que vous avez commencé à évoquer, avec notamment les moyens et la vidéosurveillance, mais vos programmes sont assez proches. Alors si je prends dans le détail, vous avez chacun donc un certain nombre de renforts sur la police municipale. Par exemple, 14 policiers, 90 caméras pour M. Lara, 10 policiers, 6 ASVP pour M. Alcaraz. Pour vous aussi, 14-15 policiers et vous estimez à 200 caméras le besoin. Mais en quoi vous vous différenciez sur l'utilisation de ces moyens? Allez-y, le débat est ouvert. Moi, je pense que pour ma part, l'enjeu, c'est d'avoir une vision globale de la tranquillité publique et que le maire soit là pour assurer cette tranquillité publique au quotidien en usant de l'ensemble de ses pouvoirs et notamment ceux d'accompagner les associations qui sont au quotidien, aux côtés des populations, de mettre les moyens dans tout ce qui est le dispositif de médiation, de prévention. Moi, j'insiste sur cette vision efficace de la sécurité, pas des grands discours, des incantations, mais sur les moyens, sur le terrain. Sur les moyens dont vous parlez, renfort, vidéosurveillance, comment les utiliser? Qu'est-ce qui vous différencie? Mais quand on est aux affaires, on est aux affaires et on est aux difficultés. Alors, gérer les difficultés au quotidien, c'est extrêmement compliqué. Vous verrez, vous n'aurez pas un maire de France qui vous dira que c'est facile. Il faut donner davantage de pouvoir aux maires. Je le répète, si on ne donne pas davantage de pouvoir aux maires, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, c'est tout. Je vous signale que j'ai été le premier à Carcassonne à mettre une caméra de vidéosurveillance. Et mes amis de gauche me critiquaient en disant que j'étais un liberticide. Maintenant, tout le monde veut des caméras. Nous avons 110 têtes de caméras à Carcassonne, nous en aurons 200 à la fin du mandat si nous sommes élus. Mais si vous voulez, ce n'est pas une question d'être liberticide ou pas, c'est une question de surveillance et de prévention en réalité. Je pense que s'il y a un domaine dans lequel la prévention doit primer, c'est aussi la lutte contre le trafic de drogue. Et ça, on en parle assez peu finalement, alors qu'il y a des quartiers entiers qui vivent au quotidien sur cette question. Il y a des villes, notamment de gauche, comme Vaux-en-Velin, qui ont mis en place des plans communaux de réappropriation de l'espace public. Et je pense que c'est en accompagnant, justement, mettant des moyens sur l'animation, en reprenant des halls d'immeubles et aussi des rues, que l'on arrivera à soutenir les habitants qui sont parfois bien seuls. Doit-on mentir à vos téléspectateurs, leur expliquer que l'un d'entre nous trois est capable demain de régler définitivement le problème de la sécurité? Ce serait un leurre. Le maire doit être le chef du village. Personnellement, je suis prêt à être le chef du village. Le chef du village, il doit... Le shérif ou le chef? Le chef. Le shérif, c'est M. Barthès. C'est le député qui, lui, a décidé d'être adjoint, seul. Vous voyez la différence entre lui et moi, c'est que moi, je me suis entouré de 3 lieutenants-colonels, dont 2 ont été chefs d'état-major, parce que je n'ai pas la prétention de savoir tout faire. Enfin, pour être le chef du village, je pense qu'il faut en tout cas faire respecter les règles
demander à respecter les règles de l'ensemble des individus dans la société, mais y compris de nos propres équipes dans le cadre d'une campagne électorale. Et demain, en tant que maire, j'aurai aussi à cœur de faire respecter l'ordre, y compris dans mon équipe municipale. Alors, je vais y revenir de manière concrète, encore une fois, parce que les citoyens ont besoin de savoir, les électeurs, quelles mesures symbolisent le mieux votre approche sur cette lutte contre la délinquance et les incivilités. Vous avez évoqué tout à l'heure une mesure, casseur-payeur. Si vous voulez éduquer les enfants à devenir des adultes responsables, il faut prendre le problème à la racine. Je vous le disais, la répression, c'est l'échec de la prévention. Demain, donner en responsabilité à des gamins qui dégradent notre mobilier urbain, par exemple, la nécessité de venir sur un temps scolaire, en partenariat avec le procureur, ça existe, venir réparer un banc, travailler de ses mains aux côtés de menuisiers et le remettre en place, c'est à mon sens la meilleure preuve par l'exemple. Oui, alors là, voyez-vous, ce sont des paroles. Moi, en tant que maire, j'ai été saisi par le procureur pour rappeler à l'ordre des parents dont les enfants n'allaient plus à l'école ou au collège. J'ai convoqué tout le monde. J'ai mobilisé mes services. Personne n'est venu. Alors, parler, comme le dit mon voisin de gauche, des enfants, etc., tout ça, ce n'est pas la réalité. La réalité du terrain est tout autre chose. C'est peut-être un échec de votre autorité aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, non, mais je pense qu'il ne faut pas aller dans ce débat-là. Je pense honnêtement qu'il faut être un maire avec une conscience, une éthique politique et surtout la volonté de faire respecter les règles où qu'elles soient, qui que ce soit, qui les transgresse. Ça, je pense que c'est important en politique. Et en tant que maire aussi, trouver des solutions globales à ces problèmes qui sont alors, bien complexes. Ce n'est pas uniquement dans la répression. Vous parliez, du narcotrafic. Alors, sur le narcotrafic, quelle collaboration vous préconisez avec l'État? De quelle manière travailler avec l'État sur le narcotrafic? Écoutez, sur ce sujet, nous avons la chance d'avoir dans notre équipe Claude Vaudine, qui est ancien sous-préfet et qui a travaillé dans les services de l'État et qui sera justement en compétence qui aura justement les compétences pour faire le lien entre les services de l'État et la mairie. Mais c'est justement dans ce plan de réappropriation de l'espace public, penser les choses globalement et aussi sur la question sociale. Moi, j'ai entendu la personne dans votre reportage qui parlait des injustices sociales. Je pense que l'injustice sociale peut aussi conduire parfois à des incivilités et il nous faut prendre les problèmes à la racine et globalement et pas uniquement sur le volet répressif. François Mourad, et tout le monde parle de police de proximité dans vos programmes. Mais de quelle manière utiliser cette police de proximité? Mais vous avez le CLSPD existe sous l'autorité du préfet, du maire, il comprend la CAF, l'AGLO, le département, la CAF, les bailleurs sociaux, tout le monde est présent. Le contrat local de sécurité. Le contrat local de il faut sécurité, le faire vivre. De prévention de la délinquance, il faut le faire vivre. Cette ville a abandonné la question de la sécurité. J'entends ce que dit M. Lara à ma droite, tout n'est pas facile, on est bien d'accord, mais il faut du volontarisme politique et nous l'avons. Sur ce sujet, M. Lara? Oui. On n'a pas inventé l'eau tiède, monsieur. Croyez que tout ce que disent mes collègues, c'est fait au quotidien. Mais il faut qu'il y ait une contrepartie. La contrepartie, c'est effectivement la possibilité d'avoir les moyens. Je reviens toujours aux moyens, pas la peine de se noyer. Il faut avoir les moyens. Si on n'a pas les moyens, on ne fera jamais rien. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et surtout, pour terminer, se dire que la question de la tranquillité publique, c'est aussi une question de cohésion sociale dans la ville et d'une ville apaisée, d'une ville où tout le monde vit ensemble. Et ça, c'est le véritable enjeu de cette question. Alors, passons donc au deuxième thème. Parlons de l'attractivité économique de la cité et du centre-ville sous l'angle économique et de l'emploi. Alors Carcassonne, c'est près de 2,5 millions de visiteurs dans la cité chaque année. Comment est-ce que vous comptez donc capter cette fréquentation au bénéfice de l'économie et de l'emploi ? Écoutez, le développement économique, c'est une compétence que l'on doit partager avec l'agglomération. Et d'ailleurs, il y a un grand absent aujourd'hui, c'est Régis Banquet, que je salue, mais avec qui nous travaillons et que avec lequel j'ai plaisir à échanger, puisque nous partageons une vision commune sur le plan économique. Je pense que par rapport aux chefs d'entreprise, il faut donner un cap économique pour la ville et aller rechercher la création d'emplois qualifiés. Vous avez beaucoup d'avance. Préparer l'enjeu de l'évolution, notamment sur le plan touristique. Sur votre temps de parole. Il serait utile que vous nous précisiez pourquoi M. Banquet est absent. M. Banquet n'est pas candidat à l'élection municipale à Carcassonne. Il est président de Carcassonne Aglo, monsieur. Mais les enjeux sont liés, vous le savez bien, M. Mourad. Bon,
C'est à moi. Allez-y, allez-y. Oui, C'est un débat. vous savez, je suis candidat, oui, je suis effectivement candidat. J'ai de bonnes relations avec le président de l'agglomération. Nous avons tous les 2 mois des bilatérales de travail. Et effectivement, avec lui, nous avons arrêté un programme d'investissement économique sur 25 hectares pour faire venir des entreprises, disons, de transformation. Pas n'importe quelles entreprises, des entreprises de transformation. Quant à l'économie liée au tourisme, elle marche très bien. Vous avez dit 2 500 000 touristes, il n'y a plus que ça. Nous sommes à proximité de 4 millions de touristes. Donc, sur la cité. Voilà. J'ai beau temps de parler. Non, absolument pas. Sur les zones dédiées à l'activité, vous en parlez. Hein, oui. Ça aussi, c'est en partenariat avec l'AGLO. C'est un partenariat avec l'AGLO, parce que c'est l'AGLO qui est compétente. Donc, moi, je travaille avec l'AGLO, obligatoirement. Et avec lui, il y avait M. Banquet, avec lequel j'ai d'excellents rapports. Nous avons décidé de créer une zone de 25 hectares pour accueillir des unités de transformation. Donc, c'est en voie, c'est en cours de constitution, c'est en cours de réalisation, et ce sera réalisé dans le prochain mandat, que ce soit moi ou mes collègues, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire. Les relations sont si bonnes entre la ville et l'agglo que la ville centrale, Carcassonne, ville-préfecture, qui accueille tous les jours 25 000 travailleurs, qui assume ses charges de centralité, n'est pas représentée dans l'exécutif politique de l'agglo. Alors moi, je veux bien entendre que les relations sont excellentes, mais aucun vice-président de la majorité de mon collègue de droite n'est présent dans l'exécutif de l'agglo pour une fâcherie sur le pacte fiscal qui, finalement, convient mieux à la ville que le taux de l'impôt foncier tel qu'il était au préalable. Donc, tout ça sont des discours. Bien évidemment qu'il faut travailler main dans la main avec Régis Banquet. Bien évidemment qu'il faut travailler main dans la main avec Régis Banquet. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus se cacher derrière Régis Banquet. Régis Banquet, il avait 4 candidats à Carcassonne. Il n'est pas sur le plateau aujourd'hui. Non, je ne peux pas laisser dire que je me suis fâché avec l'agglo. Monsieur Mourat travestit la vérité. C'est un homme qui travestit la réalité. J'ai quitté l'agglo alors que j'étais premier vice-président parce que je n'ai pas voulu que la ville soit taxée comme elle a été taxée de plus de 3 millions d'euros au profit de l'agglomération au détriment des Carcassonnais. Et moi, je suis un homme de parole. Quand je fais un procès contre l'agglo, je suis premier vice-président et je démissionne parce que je ne peux pas avoir un pied dans l'agglo et un pied à l'extérieur. Alors, on va poursuivre de ce côté parce que vous avez beaucoup d'avance et donc on rééquilibre les temps. Concernant cette attractivité, l'attractivité fiscale, est-elle importante ? Elle est drôlement importante parce que Carcassonne se distingue malheureusement par le taux de l'impôt foncier qui est parmi les plus élevés de France. On peut le retourner dans tous les sens que l'on veut, les chiffres sont là, ils sont malheureusement têtus. Ça pose un certain nombre de problèmes pour de jeunes couples qui souhaiteraient s'installer à Carcassonne. Pour vous donner une idée, un appartement à Carcassonne, et donc vous promettez moins 1% par an ? On ne promet pas. On va faire 1% par an à minima, parce que c'est un choix que nous allons financer par et le gel des embauches en mairie et le non-renouvellement des départs à la retraite sur une période de 36 mois. On va dégraisser le mammouth. Je sais que c'est une formule qui ne plaira pas à nos téléspectateurs enseignants. On l'assume, elle est impopulaire, mais on va le mettre en place. Concernant ces grands projets aussi, pour assurer cette attractivité, quel qu'il soit, ces projets, quel est le vôtre ? Le nôtre, c'est désenclaver la ville territorialement et je crois qu'on ne peut pas envisager de laisser Carcassonne à plus de 4h30 de Paris. C'est le cofinancement avec l'agglo, bien évidemment, comme c'est le cas à Aurillac, par la ville, de la ligne aérienne Carcassonne-Paris-Orly. Moi, je voudrais laisser de côté les petites phrases là et simplement parler d'avenir. On a un enjeu sur notre territoire, c'est de travailler effectivement main dans la main avec l'agglomération et d'avoir notamment des entreprises qui s'installeront sur le domaine du numérique. Comment, avec quelles mesures ? Sur le domaine de la transition écologique. Et c'est un enjeu avec l'agglomération d'aller chercher ces entreprises, de leur proposer notamment de la réhabilitation de friches. Et il y a un deuxième point sur le tourisme dont on a peu parlé, c'est l'adaptation au changement climatique. Nous devons préparer le changement climatique dans notre ville et nous devons préparer notre monument. La cité de Carcassonne est magnifique et nous devons pouvoir accueillir les touristes toute l'année. Il faut travailler avec les professionnels du tourisme pour nous projeter sur les 20 ans. Sur cette attractivité fiscale dont on parlait tout à l'heure, vous aussi, vous promettez une baisse donc de 52,3 à 49 en fin de mandat. Ça fait quoi par an ? Sur la taxe foncière, l'enjeu est de se rapprocher des communes alentours de la ville pour ne plus avoir ce phénomène. Et vous la financez comment ? On la financera par des choix en termes de politique publique, des investissements que l'on ne fera pas, mais comme l'ensemble des candidats qui sont sur ce plateau. On a estimé à peu près à 1 600 000 € à la fin du mandat
ce manque à gagner, mais nous aurons des choix très clairs. Il y a des choix à faire, notamment sur La réponse n'est pas certains claire projets. sur les choix politiques, M. Alcaraz. Nous gelons l'embauche à la mairie, nous ne renouvelons pas les départs à la retraite, c'est 2,5 millions d'économies annuelles. Gérard Lara. Bon, je ne peux pas encore une fois laisser dire n'importe quoi sur la Rapidement. taxe foncière. Non, mais attendez. La taxe foncière Carcassonne, vous l'avez dit, c'est 52,3. C'est faux. 52,3. C'est 71%. Mais non. Mais si, monsieur Morin, ne me raconte pas c'est ça le là. Non, non, c'est bien 52,3%. Parce que le pacte fiscal a donné 17,5% à la Monsieur Morin, vous avez des mauvais Laissez-moi chiffres. parler, s'il vous plaît. Parlons des mesures, justement. Moi, je plutôt. parle des mesures précises et concrètes. Si je Allez-y. vous demandais quelle est la variation des bases fiscales prévues par la loi des finances, vous me dites ça fait combien cette année? La variation Des On va bases pas- fiscales. mais Les électeurs vont décrocher. Dans la Les loi de électeurs, finances. Dans la les loi de électeurs finances. vont décrocher. Dans la loi de On est finances. loin de la Allez-y, réalité. allez-y, terminez votre Vous propos. savez, donc, nous sommes à 59, vous avez dit 52,3, mais vous avez l'agglomération à plus de 18%. Mais attendez, Narbonne, vous avez 59%, taxe foncière, ville, au-dessus de Carcassonne, mais l'agglomération, c'est 1, et quelques. Alors voilà, il nous reste Alors, 2 qu'est-ce qui minutes. va se passer? Il Non, nous non, reste non, 2 non. minutes et M. Mourad a Qu'est-ce du qui- retard. Je dois Monsieur lui poser des Rosca, questions pour que concernant vous- cette attractivité. Vous Les avez, spectateurs- vous avez un projet et d'autres aussi, on va les évoquer, un grand projet qui est un centre de santé, ouverture en juin prochain, Oui. avec une trentaine de médecins. parce que nous avons décidé de voir avec celles et ceux qui sont opérationnels de suite. Mes collègues de droite et de gauche, ils créent des centres de santé, mais ils n'ont pas de médecins. Nous, on a une trentaine de médecins, retraités, spécialistes, ils sont aussi généralistes, qui sont prêts à œuvrer à partir du mois de juin sous forme de vacations salariées. C'est un dispositif qui existe dans d'autres villes de France, qui est à l'équilibre avec 3 équivalents temps plein, donc il sera à l'équilibre à l'ouverture. Et nous sommes prêts, nous ne faisons pas de blabla. C'est de nature Nous à avons- attirer les gens. C'est surtout de nature à répondre à une urgence sanitaire. Aujourd'hui, trouver un médecin à Carcassonne, c'est un parcours du combattant, Monsieur Rosca. Alors, sur autre projet que vous avancez, vous l'avancez tous, donc vous pouvez répondre aussi, celui des Halles, qui est un lieu stratégique. Vous avez tous un projet pour les Halles. Quel est le vôtre et pourquoi il serait meilleur? Le nôtre a été proposé il y a plusieurs mois et je suis ravi que mes concurrents s'y soient intéressés, s'y soient penchés avec des projets présentés en urgence, mais c'est comme ça. Il faut bien s'adapter à la campagne. Nous, c'est un projet et à la fois gourmand et à la fois commercial, puisque s'il n'y a pas d'offre, commerciale, les gens ne reviendront pas à Carcassonne. Penser que seuls les touristes pourraient refaire vivre notre centre-ville, à mon sens, c'est un leurre. Voilà, vous êtes tous à égalité. Donc, on va peut-être passer au mot de la fin pour chacun d'entre vous. Donc, 1 minute dans le sens alphabétique inversé, on vous l'avait dit, en commençant par François Mourad. Bien écoutez, je crois que Carcassonne, on l'a dit en préambule, a besoin de changement. C'est une ville qui est en train de se scléroser, des choses ont été faites, mais il y a beaucoup à faire encore. Il faut rétablir le lien existant entre les élus qui doivent être présents sur le terrain, au contact de la population. Il faut que l'on retrouve cette joie de vivre. Nous avons tous les éléments en main. Nous avons une cité magnifique, nous avons un canal du Midi magnifique, nous avons un centre-ville magnifique. Il attend juste de se réveiller, de pétiller. Eh bien, moi, je vais faire pétiller Carcassonne. Voilà ce que j'ai à vous dire, monsieur Rosca. Il vous reste du temps. Mais je ne l'utiliserai pas. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, utilisez-le concernant, parce qu'il nous faut remplir ce temps de parole, concernant vos mesures. Vous parlez aussi du retour d'un grand marché. Oui, c'est un sujet à mettre en place avec les maraîchers. Rapidement. Un Allez-y. marché le samedi matin, dans toutes les villes que vous avez fréquentées, il y a un marché sur la place centrale qui est la place aux herbes. Eh bien, on veut des maraîchers qui soient présents et qui vendent des produits locaux. Gérard Lara, Sur quoi? 1 minute de conclusion. Vous de adressez à vos conclusion. électeurs. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, c'est pas peut-être très positif, mais je veux dire que les collectivités locales s'apprêtent à vivre des années très difficiles. En raison de désengagement de l'État, qui n'a plus d'argent, en raison de désengagement de la région et du département qui connaît des difficultés ainsi qu'elles le reconnaissent, et la ville de Carcassonne va rencontrer des difficultés si elle attend une aide des collectivités parallèles. La ville de Carcassonne est préparée à vivre, elle le sait, à vivre seule, sans problème, avec ses moyens financiers, ses moyens économiques. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la situation internationale, car nous allons manifestement vers une insécurité généralisée qui aura besoin à la tête de la ville un responsable à sang-froid, qui ait du réflexe, qui ait de l'expérience, car à l'instabilité, il faut opposer la stabilité. On ne joue pas avec l'avenir,
Merci. ne s'amuse pas à ce genre de choses. Du sang froid et du sang frais. Alex Alcaraz. Mais justement, du sang frais, on le propose. Moi, je veux m'adresser aux Carcassonnaises et aux Carcassonnais et leur dire que leur vote du 15 mars va être très important. Ils ont entre leurs mains la possibilité, l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page à Carcassonne. On a peu parlé des sujets finalement de préoccupation quotidienne, notamment de voirie, d'éducation, de culture, d'accès au sport et de jeunesse. Mais je pense que par rapport à tous ces sujets, l'enjeu pour une ville, c'est de bien vivre ensemble et d'être dans une cohésion. Et c'est ce que l'on porte avec la liste Carcassonne Unie, cette idée que la ville, elle doit se retrouver dans un monde qui est profondément divisé, profondément violent. Avoir un maire et une équipe qui seront à l'écoute, qui auront à cœur non pas de faire du buzz ou de proposer des projets irréalistes, mais d'être vraiment dans le concret, les projets du quotidien. Tout cela, on est prêt à le présenter, on est prêt à le mener sur le prochain mandat. Et j'invite les Carcassonnaises et les Carcassonnais à nous donner toute la force nécessaire au premier tour. Merci à vous tous d'avoir participé On vous remercie. à ce débat. Merci à vous. À retrouver donc, à suivre le Club de la Presse consacré aux enjeux de Montpellier cette fois-ci. Très bonne soirée à tous. Restez avec nous.